Si Machiavel écrivait sur les femmes aujourd'hui, il ne te parlerait pas de respect mutuel, ni d'être authentique. Il te parlerait de ces 7 règles qui fonctionnent de manière cohérente, mais que personne n'a le courage d'admettre en public. Des règles qui sont immorales selon les normes modernes de la correction politique, mais qui sont absolument efficaces selon les normes éternelles de la nature humaine. La moralité est une invention sociale. L'attraction est un phénomène biologique. Et lorsque ces deux concepts entrent en collision, la biologie gagne à chaque fois. Tu peux ne pas aimer cette vérité. Tu peux en être offensé. Mais ton offense ne change pas la façon dont le cerveau féminin fonctionne à un niveau primitif. Ces 7 règles ont fonctionné pendant des millénaires. Elles fonctionnaient dans les cours de la Renaissance de Machiavel. Elles fonctionnaient dans les tribus préhistoriques. Et elles fonctionnent aujourd'hui sur Tinder, dans les bars, dans les bureaux. Parce que bien que la technologie ait changé, la biologie fondamentale qui gouverne l'attraction n'a pas changé. Avant de continuer, tu dois comprendre quelque chose de critique. Immoral ne signifie pas malveillant. Cela signifie qu'elles opèrent en dehors du cadre moral conventionnel. Ces règles ne font pas de toi une mauvaise personne parce que tu les utilises. Elles font de toi une personne efficace qui comprend comment le jeu fonctionne réellement, au lieu de comprendre comment on dit qu'il devrait fonctionner. Si tu as l'estomac pour des vérités qui détruisent les illusions romantiques, si tu préfères l'efficacité à la correction politique, si tu veux comprendre les règles réelles au lieu des règles déclarées, alors ceci est pour toi, parce que nous allons franchir des lignes dont la majorité des hommes ne savent même pas qu'elles existent. Règle immorale numéro 1. Traite son attention comme une monnaie que tu perds si tu la reçois gratuitement. Dans l'économie de l'attraction, celui qui donne le plus d'attention est en train d'acheter. Celui qui reçoit le plus d'attention est en train de vendre. Et dans toute transaction, le vendeur détient le pouvoir sur l'acheteur désespéré. Les hommes ont été conditionnés à croire que donner une attention généreuse est une vertu, qu'être disponible c'est être un bon gars, que répondre rapidement c'est être attentionné. Et toutes ces croyances les transforment en acheteurs désespérés dans un marché où ils devraient être des vendeurs rares. Voici la règle immorale. Chaque fois que tu lui donnes de l'attention sans qu'elle l'ait gagnée, tu es en train de te dévaluer. Chaque message que tu envoies sans qu'elle ait répondu au précédent, tu perds de la valeur. Chaque fois que tu es disponible quand elle appelle, tu communiques que tu n'as rien de mieux à faire. Chaque like instantané sur ses photos dit que tu surveilles sa vie. La moralité dit que c'est un jeu mental, que tu devrais être authentique et attentif. Mais la réalité dit que l'attention sans coût n'a pas de valeur perçue. Le cerveau humain est câblé pour valoriser ce qui est rare et rejeter ce qui est abondant. Et ton attention est ta monnaie la plus précieuse ou la plus méprisée selon la façon dont tu l'administres. Concrètement, cela signifie que tu implémentes ce que j'appelle la règle des 50%. Si elle investit 100 dans les messages, tu investis 50. Si elle initie le contact 3 fois, tu l'inities 1 fois. Si elle montre une disponibilité de 10 heures cette semaine, tu en offres 5. Tu maintiens toujours ton investissement en dessous du sien. Est-ce manipulateur? Selon la moralité conventionnelle, oui. Est-ce que cela fonctionne? Selon chaque interaction réussie dans l'histoire humaine, absolument. Parce que cela crée ce que les économistes appellent la rareté perçue, qui est le fondement de toute valeur sur n'importe quel marché, y compris le marché de l'attraction. Et voici l'astuce qui sépare cela du jeu mental basique. Tu ne feins pas la rareté, tout en étant désespéré intérieurement. Tu crées une véritable rareté, en ayant une vie qui absorbe authentiquement ton temps et ton attention, tes projets, tes objectifs, ton développement personnel. Ces choses occupent réellement ton attention. Et depuis ce lieu d'occupation authentique, ton attention envers elles devient naturellement rare et précieuse. Règle immorale numéro 2. Plus tu la fais travailler pour ton approbation, plus elle te valorisera. Machiavel a compris que les princes qui distribuaient des titres sans effort créaient des courtisans déloyaux. Mais les princes qui faisaient en sorte que chaque titre soit conquis créaient une loyauté fanatique. La même psychologie s'applique à l'attraction. La moralité moderne dit que tu devrais l'accepter inconditionnellement, valider ses sentiments toujours, ne jamais critiquer
ni défier. Mais cette approche crée l'opposé de l'attraction. Elle crée du confort sans tension, de la sécurité sans excitation. Et le cerveau féminin ne tombe pas amoureux de ce qui est sûr et prévisible. Il tombe amoureux de ce qui est stimulant et conquis. Voici la règle immorale. Établit des standards qu'elle doit atteindre, des attentes qu'elle doit combler. Et quand elle échoue à les combler, tu exprimes une désapprobation calibrée. Pas d'hostilité, pas de punition, simplement une désapprobation claire. Et quand elle les comble, tu donnes une approbation mesurée, jamais exagérée. Concrètement, cela ressemble à ceci. Si elle arrive en retard sans prévenir, tu ne feins pas que c'est bon. Tu dis quelque chose comme « Je n'aime pas attendre sans communication. J'espère que la prochaine fois sera différente. » Et tu la laisses sentir le poids de ta désapprobation brièvement. Si elle accomplit quelque chose que tu as demandé, tu le reconnais, mais pas avec effusion. Juste « J'apprécie que tu aies fait ça. Pourquoi cela fonctionne-t-il quand la moralité dit que tu devrais être inconditionnellement acceptant? Parce que le cerveau humain valorise ce pourquoi il a dû s'efforcer d'obtenir. Les psychologues appellent cela la justification de l'effort. Plus tu investis de travail dans quelque chose, plus tu le valorises, parce que ton ego a besoin de justifier pourquoi il a tant investi. Quand elle doit travailler pour ton approbation, quand tu ne la donnes pas automatiquement, quand elle doit la gagner continuellement, son ego investit massivement en toi. Et pour justifier tout cet investissement, son cerveau la convainc que tu dois être incroyablement précieux, parce que l'alternative serait d'admettre qu'elle investit dans quelque chose de peu de valeur. Et l'ego ne peut pas accepter cela. Cette règle est immorale parce qu'elle utilise l'ego contre elle. Elle crée une situation où elle se convainc elle-même de ta valeur à travers le travail qu'elle investit. Ce n'est pas honnête selon les normes morales conventionnelles, mais c'est dévastateur d'efficacité, selon les lois de la psychologie humaine. Règle immorale numéro 3, maintient toujours une concurrence perçue en arrière-plan. Machiavel savait que les princes entourés d'alliés concurrents maintenaient tout le monde dans l'effort. Mais les princes sans concurrence voyaient leurs alliés devenir complaisants. Dans l'attraction, la concurrence perçue est l'oxygène pour maintenir le désir en vie. La moralité dit que tu devrais faire en sorte qu'elle se sente en sécurité. Éliminer toute menace. Être complètement loyal, de manière évidente. Mais voici la vérité brutale. La sécurité totale tue l'attraction. Quand elle sait avec une certitude absolue que tu ne la quitteras jamais, que tu n'auras jamais d'option, que tu seras toujours là peu importe quoi, son cerveau te catégorise comme acquis, et ce qui est acquis ne génère ni effort ni désir. La règle immorale est celle-ci. Maintient des éléments subtils de concurrence toujours présents. Pas d'infidélité, pas de menaces, juste des rappels occasionnels que tu es désirable sur le marché général, que d'autres options existent, que ta loyauté envers elle est un choix, pas une inévitabilité. Concrètement, cela signifie que tu maintiens une vie sociale riche, où tu interagis avec d'autres femmes. Naturellement, tu ne caches pas quand quelqu'un montre de l'intérêt. Tu n'effaces pas de ta vie toute femme. Sauf elle. Tu as des amis, des collègues, des connaissances. Et bien que tu ne franchisses jamais les lignes, elle sait qu'il existe d'autres femmes dans ton univers. Cela signifie aussi qu'occasionnellement, très occasionnellement, tu mentionnes de façon neutre que quelqu'un t'a invité à quelque chose ou que quelqu'un a fait un commentaire. Pas pour générer de la jalousie, mais pour rappeler que tu es un homme dans un monde où d'autres femmes existent aussi. Et ce rappel subtil maintient son système d'alerte activé. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Par un principe appelé la théorie de la rareté sociale. Quand nous percevons que quelque chose que nous possédons est désiré par d'autres, notre désir de le retenir s'intensifie. Si elle perçoit que d'autres femmes te voient aussi comme précieux, son cerveau augmente automatiquement ta valeur perçue et sa motivation à te garder. Cette règle est immorale parce que tu crées délibérément une légère insécurité pour maintenir la motivation. Ce n'est pas le conseil moral de la faire se sentir complètement en sécurité, mais la sécurité totale crée la complaisance. Et la complaisance tue les relations plus efficacement que l'insécurité calibrée.
Règle immorale numéro 4. Utilise la récompense imprévisible pour créer une addiction émotionnelle. Les casinos ne paient pas chaque fois que tu joues. Ils paient de manière imprévisible. Et cette imprévisibilité est exactement ce qui crée l'addiction. Le cerveau libère plus de dopamine en anticipant une récompense incertaine qu'en recevant une récompense prévisible. La moralité dit que tu devrais être constamment aimant, prévisiblement disponible, fiablement chaleureux. Mais la cohérence parfaite est l'ennemi de l'excitation. Quand elle peut prédire exactement comment tu répondras, quand tu seras disponible, ce que tu diras, son cerveau s'ennuie. Le prévisible ne génère pas d'émotion. La règle immorale est d'implémenter la récompense variable. Parfois, tu es incroyablement chaleureux et affectueux. D'autres fois, tu es plus distant et concentré sur d'autres choses. Parfois, tu inities le contact avec enthousiasme. D'autres fois, tu laisses qu'elle initie. Il n'y a pas de modèle qu'elle puisse prédire. Et cette imprévisibilité maintient son système nerveux activé. Concrètement, après une nuit incroyable ensemble, tu ne continues pas avec une intensité équivalente immédiatement. Tu crées de l'espace. Et après, quand elle s'y attend le moins, tu reviens avec une chaleur renouvelée. Ou après des jours de communication fluide, tu deviens moins disponible pendant un temps. Et après tu ressurgis avec une énergie fraîche. La clé réside dans le fait que la variation est dans l'intensité et le timing, pas dans l'intérêt fondamental. Elle peut être incertaine sur quand elle te verra ou à quel point tu seras chaleureux, mais elle ne devrait pas être incertaine sur si tu es intéressé. Cette ligne est critique. Tu varies le comment et le quand, mais pas le si. Pourquoi cela fonctionne-t-il quand la moralité suggère la constance? Parce que le cerveau est conçu pour s'adapter à des stimuli constants. Ils deviennent un bruit de fond. On cesse de les remarquer. Mais les stimuli variables maintiennent l'attention perpétuellement. Chaque interaction avec toi devient un événement parce qu'elle ne peut pas prédire quelle version de toi elle obtiendra. Cette règle est immorale parce que tu manipules délibérément ta disponibilité émotionnelle pour créer un effet psychologique spécifique. Tu utilises les principes de l'addiction comportementale pour la garder accrochée. Ce n'est pas transparent ni honnête selon les normes morales, mais c'est exactement ainsi que fonctionnent les relations les plus passionnées. Règle immorale numéro 5. Reste toujours émotionnellement moins investi qu'elle. Machiavel a écrit que celui qui aime le plus dans une alliance a le moins de pouvoir. Celui qui a le plus besoin de la relation est à la merci de celui qui en a le moins besoin. Et en 500 ans, cette mathématique du pouvoir n'a absolument rien changé. Le récit romantique te dit que tu devrais t'investir complètement, aimer sans réserve, te livrer totalement. Et oui, cela sonne beau. Mais dans la réalité brutale du pouvoir relationnel, celui qui s'investit totalement perd tout le pouvoir. Il devient prévisible, contrôlable, acquis. La règle immorale est celle-ci. Surveille constamment les niveaux d'investissement émotionnel et assure-toi que le tien soit toujours légèrement inférieur au sien. Cela ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie contrôler l'expression de ce que tu ressens. Cela signifie maintenir une marge de distance émotionnelle qui préserve ton pouvoir. Concrètement, si elle dit « tu me manques », tu réponds « moi aussi », mais sans la même intensité. Si elle parle d'avenir avec enthousiasme, tu participes mais avec plus de réserve. Si elle exprime des sentiments profonds, tu reconnais, mais tu n'égales pas immédiatement. Il y a toujours un différentiel où elle est légèrement plus investie émotionnellement. Comment maintiens-tu cela? En ayant une vie réelle en dehors d'elle qui t'importe authentiquement. Des projets qui te passionnent, des objectifs que tu poursuis, des amitiés que tu valorises. Quand ton identité et ton bonheur ne dépendent pas complètement de la relation, tu maintiens naturellement cette marge de distance émotionnelle qui préserve l'attraction. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Quand la moralité dit que le véritable amour est l'investissement total. Parce que l'investissement émotionnel asymétrique crée de la tension et la tension maintient l'attraction en vie. Quand les deux sont également investis, il n'y a pas de tension. Et sans tension, le désir se flétrit graduellement jusqu'à devenir un confort fraternel.
Cette règle est immorale parce qu'elle requiert un calcul froid dans le domaine de l'amour, où tu es supposé être spontané et dévoué. Tu es en train de mesurer, contrôler, manipuler tes expressions émotionnelles pour maintenir l'avantage du pouvoir. C'est l'opposé de l'idéal romantique. Mais c'est exactement ce qui maintient la passion en vie à long terme. Règle immorale numéro 6. Récompense les bons comportements. Ignore les mauvais comportements. N'explique jamais pourquoi. Les dresseurs d'animaux savent que la récompense et l'extinction sont plus efficaces que la punition et l'explication. Et bien que cela semble brutal de comparer, les mêmes principes opèrent dans la modification du comportement humain. La moralité dit que tu devrais communiquer ouvertement, expliquer tes sentiments, discuter de chaque problème. Mais la communication excessive sur chaque faute crée une dynamique où elle apprend que le mauvais comportement garantit ton attention. Et l'attention, même négative, est une récompense. La règle immorale est celle-ci. Quand elle se comporte de manière que tu respectes, tu donnes de l'attention, de l'affection, de l'approbation. Quand elle se comporte de manière que tu ne respectes pas, tu te retires complètement, sans explication. Tu deviens émotionnellement inaccessible. Il n'y a pas de dispute, pas de discussion, juste l'absence de ta présence. Concrètement, si elle annule des plans à la dernière minute sans raison valable, tu ne lui fais pas de sermon sur le respect. Simplement, tu deviens moins disponible après. Si elle est irrespectueuse d'une quelconque manière, tu n'expliques pas pourquoi c'est mal. Juste, tu prends tes distances. Et quand son comportement s'améliore, tu reviens naturellement. Pourquoi n'expliques-tu pas? Parce qu'expliquer transforme ton retrait en négociation. Elle apprend qu'elle peut négocier les limites, qu'elle peut promettre de changer et te garder accroché avec des promesses. Mais quand tu te retires sans explication, son cerveau travaille en supplément pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et dans ce travail mental, elle s'autocorrige fréquemment. Aussi parce qu'expliquer te met dans une position de professeur ou de père. Tu es en train de l'éduquer sur comment te traiter. Mais dans l'attraction, tu ne veux pas être son maître d'école. Tu veux être son égal, qui simplement ne tolère pas certaines choses. Et cette tolérance se communique à travers l'action, pas les mots. Pourquoi cela fonctionne-t-il quand la moralité met l'accent sur la communication? Parce que le comportement humain répond plus aux conséquences qu'aux mots. Tu peux expliquer 1000 fois ce qui te dérange, mais s'il n'y a pas de conséquences, le comportement continue. Mais une conséquence claire, ton absence, modifie le comportement rapidement. Cette règle est immorale parce qu'elle traite la modification du comportement humain comme s'il s'agissait d'un dressage animal. Tu réduis les interactions complexes à stimulus et réponse. Il n'y a pas de traitement émotionnel partagé, juste un conditionnement opérant. C'est froid, calculé et dévastateur d'efficacité. Règle immorale numéro 7. Accepte que le désir féminin est hypoanalytique et opère contre ses propres déclarations. C'est peut-être la règle la plus brutale parce qu'elle exige que tu ignores complètement ce qu'elle dit vouloir et que tu observes seulement ce que son comportement révèle qu'elle désire réellement. Les femmes disent qu'elles veulent des hommes sensibles, communicatifs, émotionnellement disponibles. Mais ensuite, elles se sentent attirées vers des hommes qui sont plus fermés, plus stimulants, moins émotionnellement accessibles. Elles disent qu'elles valorisent la stabilité, mais poursuivent l'excitation. Elles disent qu'elles veulent l'égalité, mais répondent à une domination calibrée. Machiavel a compris que les humains admettent rarement leur véritable motivation, même à eux-mêmes, que les déclarations publiques servent à maintenir une image sociale, mais les actions révèlent les désirs réels. Et dans l'attraction, cette déconnexion entre déclaration et désir est massive. La règle immorale est simple, mais exige un courage brutal pour être implémentée. Ignore complètement ce qu'elle dit sur ce qu'elle veut. Observe seulement comment elle répond aux différents stimuli et calibre ton comportement basé sur ses réponses, non sur ses mots. Si elle dit qu'elle n'aime pas les jeux mentaux, mais répond plus quand tu es imprévisible, sois plus imprévisible. Si elle dit qu'elle valorise la communication constante,
mais perd de l'intérêt quand tu es toujours disponible. Maintiens la distance. Si elle dit qu'elle veut un homme sensible, mais s'excite plus quand tu es dominant, exprime plus de dominance. Pourquoi existe-t-il cette déconnexion? Parce que son cerveau social est programmé pour dire ce qui est socialement acceptable. Mais son cerveau primitif répond à des signaux évolutifs complètement différents. Le cerveau social parle. Le cerveau primitif contrôle l'excitation. Et ils ne sont pas toujours d'accord. C'est la règle la plus immorale de toutes, parce qu'elle exige que tu traites ces paroles comme essentiellement sans valeur à des fins de calibrage. Tu es basiquement en train de dire « Je sais ce que tu veux réellement mieux que toi-même ». Et selon n'importe quel standard moral moderne, c'est un paternalisme inacceptable. Mais selon le standard de l'efficacité, c'est exactement correct. Parce que le désir sexuel n'est pas rationnel, ni sous contrôle conscient. Il opère à des niveaux auxquels elle-même ne peut pas accéder ou articuler verbalement. Et quand tu calibres ton comportement à ses réponses, au lieu de ses mots, tu crées une expérience que son corps désire, bien que son esprit ne puisse expliquer pourquoi. Concrètement, cela signifie que tu développes une sensibilité extrême à son langage corporel, son ton vocal, son énergie. Tu ignores les mots presque complètement. Quand tu fais quelque chose et que son énergie s'élève, tu répètes. Quand son énergie baisse, tu ajustes. Tu es en train de calibrer constamment au niveau non-verbal, complètement indépendant de la communication verbale. Les voilà, mon ami. Les 7 règles immorales qui fonctionnent toujours. Traite son attention comme une monnaie que tu perds en la donnant gratuitement. Fais-la travailler pour ton approbation. Maintiens une concurrence perçue. Utilise la récompense imprévisible. Reste moins investi émotionnellement. Ignore les mauvais comportements sans expliquer et calibre selon ses réponses, jamais selon ses mots. Machiavel n'a pas écrit « Foi le prince, foi pour se faire des amis ». Il l'a écrit pour maintenir le pouvoir. Et ces règles ne sont pas conçues pour faire en sorte qu'on t'aime au sens romantique que les films enseignent. Elles sont conçues pour créer et maintenir une attraction authentique qui résiste au passage du temps. Elles sont immorales parce qu'elles opèrent en dessous du niveau du consentement conscient, parce qu'elles manipulent la psychologie sans transparence, parce qu'elles traitent l'attraction comme un jeu de pouvoir au lieu d'une union d'âme, parce qu'elles priorisent l'efficacité sur l'honnêteté émotionnelle. Et tu peux rejeter ces règles comme immorales. Tu peux décider que tu préfères échouer moralement que triompher amoralement. Et c'est un choix complètement valide. Mais alors ne te plains jamais que les femmes ne te comprennent pas, que tu perds l'attraction mystérieusement, que tu finis toujours dans la friend zone, parce que ces règles expliquent exactement pourquoi tout cela arrive. Ce ne sont pas les règles que nous souhaiterions voir exister. Ce sont les règles qui existent réellement. Et tu peux opérer selon comment les choses devraient être idéalement. Ou tu peux opérer selon comment les choses sont réellement. Machiavel a choisi le réalisme brutal, plutôt que l'idéalisme joli. Et ce choix a fait de lui l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Pas parce qu'il avait raison moralement, mais parce qu'il avait raison effectivement. Il a décrit le pouvoir comme il fonctionne réellement, non comme nous aimerions qu'il fonctionne. Ces 7 règles t'offrent le même choix. Efficacité brutale ou moralité confortable. Pouvoir réel ou récit joli. Attraction authentique ou approbation sociale. Tu ne peux pas avoir les deux, parce que ce qui crée l'attraction contredit fréquemment ce que la société dit que tu devrais faire. Vas-tu utiliser ces règles? Cela dépend de ce que tu valorises le plus. Si tu valorises par-dessus tout d'être vu comme un bon gars, comme un homme moral, comme une personne qui suit les règles sociales, alors ces règles ne sont pas pour toi. Vis selon le code moral conventionnel et accepte les résultats qu'il produit. Mais si tu valorises par-dessus tout l'efficacité, si tu veux créer des expériences d'attraction authentiques qui durent, si tu préfères des résultats réels à l'approbation sociale, alors ces règles sont ta carte, pas la carte que tu voulais, la carte du territoire réel. Mets un like à cette vidéo et abonne-toi si tu as eu l'estomac pour ces vérités. Parce que j'ai plus de contenu qui continue d'exposer comment fonctionnent réellement les choses sous les récits jolis. Pas pour faire en sorte que tu te sentes bien,
mais pour faire en sorte que tu sois efficace. Les règles sont là, mon ami. Immorales selon la correction politique moderne, mais efficaces selon 500 ans d'observation de la nature humaine. Machiavel les aurait reconnues immédiatement. Parce que bien que tout le reste ait changé, le fonctionnement du pouvoir entre hommes et femmes n'a pas changé. La question n'est pas si ces règles sont correctes moralement. La question est si elles sont correctes descriptivement, si elles décrivent réellement comment fonctionne l'attraction dans le monde réel. Et la réponse, mon ami, tu l'as dans chaque interaction que tu observes, dans chaque relation qui fonctionne, chez chaque homme qui a ce que les autres ne font que désirer. Ces règles opèrent, ont toujours opéré, opéreront toujours, parce qu'elles ne sont pas des inventions humaines. Ce sont des descriptions de comment fonctionne la psychologie quand la morale ne regarde pas. Et ton unique choix est si tu les utilises consciemment, ou si tu laisses les autres les utiliser contre toi, pendant que toi tu continues à croire aux contes de fées. Le choix, comme toujours, est le tien. Il y a 500 ans, Nicolas Machiavel a écrit un manuscrit secret sur la séduction qui était si perturbant, si manipulateur, si efficace, que ses propres contemporains l'ont caché du public. Il ne voulait pas que les hommes ordinaires aient accès à ce niveau de contrôle psychologique sur les femmes. Aujourd'hui, tu vas apprendre exactement ce que contenait ce manuscrit et comment appliquer chacune de ces stratégies sales pour séduire n'importe quelle femme que tu désires. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, car ce que je vais te révéler va au-delà de ce que n'importe quel coach en séduction t'a enseigné. Ce ne sont pas des techniques de drague bon marché, c'est de l'ingénierie psychologique pure, appliquée à la séduction. Mets un like, partage avec des frères qui ont besoin de cette connaissance, et prépare-toi à dominer le jeu de la séduction comme seul le 3% des hommes parvient à le faire. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons. Avant d'entrer dans les stratégies spécifiques, tu as besoin de comprendre le principe fondamental que Machiavel a découvert sur la séduction féminine. Et ce principe va changer complètement ta façon d'approcher les femmes. Écoute bien, les femmes ne sont pas séduites par ce que tu dis ou fais directement. Elles sont séduites par les états émotionnels que tu génères en elles. Et ces états émotionnels se créent à travers une combinaison spécifique d'incertitude, de validation intermittente et de démonstration de valeur sociale. La majorité des hommes commettent l'erreur fatale d'essayer de séduire à travers la logique. Ils lui expliquent pourquoi ils feraient un bon partenaire. Ils lui listent leurs qualités. Ils lui démontrent leur intérêt de forme directe et constante. Et chacune de ces actions détruit toute possibilité d'attraction parce qu'ils opèrent dans le mauvais paradigme. Ils essaient de convaincre son esprit conscient alors que la séduction se produit complètement dans son cerveau primitif, dans ses émotions, dans son système limbique. Machiavel a compris quelque chose que les hommes modernes ont complètement oublié. La séduction n'est pas un processus d'addition, c'est un processus de soustraction. Il ne s'agit pas d'ajouter plus de compliments, plus d'attention, plus de disponibilité. Il s'agit de retirer de la certitude, retirer de la prévisibilité, retirer de la sécurité émotionnelle. Parce que le cerveau féminin est programmé pour être obsédé par ce qu'il ne peut pas comprendre complètement, par ce qu'il ne peut pas contrôler totalement, par ce qui menace de s'échapper à tout moment. Maintenant, entrons dans la première stratégie sale que Machiavel a documentée. Il l'a appelé le principe de la validation asymétrique. Et cela fonctionne ainsi. Dès le premier contact avec une femme, tu établis un schéma où tu valides et retires la validation de manière complètement imprévisible. Je ne parle pas de jouer au difficile de façon évidente. Je parle de créer un cycle de dopamine dans son cerveau, qui la rend littéralement accro à ton approbation. Laisse-moi t'expliquer la neuroscience derrière cela.
Quand une femme reçoit une validation constante et prévisible, son cerveau s'habitue. La dopamine est libérée initialement, mais ensuite elle se stabilise. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas d'obsession. Mais quand la validation est intermittente, quand elle ne sait jamais si elle va recevoir ton approbation ou ton indifférence, son cerveau entre dans un état d'anticipation constante. Et cette anticipation génère une libération de dopamine plus élevée que la récompense elle-même. C'est exactement le même mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. Tu ne sais pas quand tu vas gagner. Alors, tu continues à jouer de manière obsessionnelle. Tu appliques ce principe à la séduction. Et tu crées une femme qui ne peut pas s'arrêter de penser à toi. Qui vérifie son téléphone constamment en attendant ton message? Qui analyse chaque interaction en essayant de déchiffrer si elle te plaît ou non? Voici comment tu l'implémentes étape par étape. Premier contact. Tu montres un intérêt modéré. Pas excessif. Pas froid. Modéré. Tu lui fais savoir que tu existes sur son radar, mais que tu n'es pas désespéré pour son attention. Deuxième interaction. Tu élèves l'intérêt légèrement. Peut-être un compliment spécifique, peut-être plus de temps de conversation, peut-être un contact physique occasionnel. Elle commence à penser « Ok, je lui plais ». Troisième interaction. Ici vient le coup. Tu deviens notablement plus distant. Pas froid de manière évidente, simplement moins disponible, moins intéressé, plus concentré sur d'autres choses. Et son cerveau entre en panique. Attends, qu'est-ce qui a changé? Ai-je fait quelque chose de mal? Je ne lui plais plus? Et, dans ce moment de confusion, son cerveau active le mode poursuite. Parce que maintenant il y a de l'incertitude. Maintenant, il y a quelque chose qu'elle est potentiellement en train de perdre. Quatrième interaction. Tu reviens avec une haute validation. Tu es chaleureux, attentif, peut-être même charmeur, et elle ressent cet afflux de soulagement et de dopamine. Oh, je lui plais bien, je ne l'ai pas perdu. Et ce cycle, ces montagnes russes émotionnelles, créent une addiction chimique à ta présence. Chaque fois que tu te retires, elle ressent la douleur du manque. Chaque fois que tu reviens, elle ressent l'afflux de la drogue. Et elle devient complètement accrochée. La clé est que ce schéma doit être imprévisible. Si tu te retires toujours après la troisième interaction, elle apprend le schéma et cela cesse de l'affecter. Mais si tu varies le timing, si parfois tu te retires vite, parfois lentement, parfois tu ne te retires pas du tout, son cerveau ne peut jamais établir un schéma. Et cette impossibilité de prédire ton comportement la maintient dans un état d'obsession constant. Deuxième stratégie sale, la démonstration de valeurs présélectionnées. Machiavel a observé que les personnes n'évaluent pas la valeur de façon indépendante. Elles évaluent la valeur en se basant sur comment les autres évaluent la valeur. Et ceci est particulièrement vrai chez les femmes. Une femme ne décide pas si tu es attirant en te regardant isolément. Elle décide si tu es attirant en observant comment d'autres femmes réagissent à toi. Les études sur l'attraction sociale ont démontré cela de façon répétée. Quand un homme est vu en compagnie de femmes attirantes, sa valeur perçue par d'autres femmes augmente dramatiquement. Mais quand il est vu seul ou seulement avec des hommes, sa valeur perçue est significativement moindre. Pourquoi? Parce que le cerveau féminin utilise d'autres femmes comme validateurs externes de ta génétique et de ton statut social. Si d'autres femmes te désirent, alors il doit y avoir quelque chose de précieux en toi. Si d'autres femmes t'ignorent, alors probablement, tu n'en vaux pas la peine. C'est un raccourci mental que son cerveau utilise pour éviter de faire l'évaluation complète par lui-même. Et tu peux exploiter ce raccourci brutalement pour augmenter ta valeur perçue sans rien changer sur toi-même. Voici comment tu le fais. Ne t'approche jamais, jamais d'une femme qui t'intéresse sans avoir établi d'abord une présélection sociale visible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avant de lui parler directement, elle a besoin de te voir interagir positivement avec d'autres femmes. Elle a besoin de voir d'autres femmes rire avec toi, te toucher de façon décontractée, apprécier ta compagnie,
Cela établit dans son cerveau que tu es précieux avant même que vous n'échangiez un seul mot. Tu n'as pas d'amis qui peuvent te donner cette présélection? Construis-les. Développe des amitiés authentiques avec des femmes qui ne t'attirent pas sexuellement. Des femmes qui peuvent être avec toi dans des environnements sociaux, qui peuvent te donner cette validation sociale visible qui fait que d'autres femmes te remarquent. Ce n'est pas de la manipulation envers elles. Tu es véritablement ami. Mais le sous-produit est que ta valeur perçue monte en flèche. Et quand finalement tu t'approches de la femme qui t'intéresse réellement, son cerveau a déjà fait l'évaluation préliminaire. Elle a déjà vu que d'autres femmes te valorisent. Alors, tu dois avoir de la valeur. Tu as déjà passé le premier filtre sans même essayer. Et maintenant ton travail est beaucoup plus facile parce que tu ne commences pas de zéro. Tu commences depuis une position de valeur préétablie. Machiavel a écrit longuement sur le pouvoir de la perception contre la réalité, notant que la perception façonne le comportement plus que la réalité objective. En séduction, c'est absolument critique. Peu importe combien de valeur réelle tu as. Ce qui importe, c'est combien de valeur elle perçoit que tu as. Et la forme la plus rapide d'augmenter la valeur perçue est à travers l'évaluation sociale d'autres femmes. Troisième stratégie sale, et celle-ci est particulièrement efficace. L'usage stratégique de la concurrence dread. Cela signifie que tu maintiens constamment dans son esprit la possibilité que tu pourrais choisir une autre femme plutôt qu'elle. Pas de forme évidente ou menaçante, mais subtilement, presque imperceptiblement, mais suffisamment présent pour que son cerveau primitif active le mode compétition. La psychologie évolutive explique pourquoi c'est si puissant. Durant des millions d'années, les femmes qui ne rivalisèrent pas efficacement pour des hommes de haute valeur finissaient avec des hommes de basse valeur ou sans partenaire du tout. Alors elles ont développé un système interne qui détecte la concurrence féminine et répond avec une intensification de l'effort. Quand elle perçoit que d'autres femmes veulent ce qu'elle a ou ce qu'elle veut, son cerveau active tous les mécanismes de séduction. Voici comment tu implémentes la concurrence dread, sans être un imbécile évident. Premièrement, ne laisse jamais ton téléphone complètement caché quand vous êtes ensemble. Laisse-la voir occasionnellement des notifications d'autres noms féminins. N'ouvre pas les messages devant elle. Ne les cache pas paranoïaquement non plus. Laisse simplement son cerveau enregistrer que d'autres femmes te contactent. Deuxièmement, mentionne de façon décontractée d'autres femmes dans ta vie, sans donner le contexte complet. Ne dis pas « mon amie Maria ». Dis simplement « Maria m'a commenté que ». Laisse son cerveau remplir les espaces vides. Laisse-la se demander qui est Maria, quelle relation tu as avec elle. Si c'est de la concurrence, cette incertitude active son instinct compétitif, sans que tu aies à faire quoi que ce soit de direct. Troisièmement, et c'est crucial, n'annule jamais de plans avec d'autres pour être avec elle. Si tu as déjà des plans, maintiens-les, même si ces plans incluent d'autres femmes. Surtout s'ils incluent d'autres femmes. Cela communique que ton accès n'est pas garanti, qu'elle est en compétition pour ton temps contre d'autres options, qu'elle a besoin d'élever son jeu si elle veut gagner cette compétition. La clé est l'équilibre. Trop de concurrence dryadée. Et elle décide que cela ne vaut pas l'effort. Trop peu. Et elle s'installe confortablement en pensant qu'elle t'a déjà garanti. Le point optimal est de la maintenir légèrement insécure sur ta disponibilité exclusive, mais suffisamment intéressée pour que cela vaille la peine de rivaliser. C'est une ligne fine, mais quand tu la trouves, l'effet est dévastateur. Quatrième stratégie sale, la gestion calculée de l'intimité émotionnelle. Les hommes commettent l'erreur de penser que partager tout sur eux-mêmes crée de la connexion. Et techniquement, cela crée de la connexion. Mais cela ne crée pas d'attraction. De fait, l'excès d'intimité émotionnelle précoce tue l'attraction parce qu'il élimine le mystère, élimine le défi, élimine le besoin pour elle de s'efforcer à te connaître. Machiavel comprenait que le pouvoir vient de l'information asymétrique. Celui qui en sait plus sur l'autre a moins de pouvoir. Celui qui en révèle moins maintient plus de pouvoir.
Applique cela à la séduction et tu obtiens une stratégie claire. Tu apprends tout sur elle, mais tu en révèles très peu sur toi. Tu poses des questions profondes, mais tu réponds aux questions sur toi de façon vague ou superficielle. Tu crées une intimité unilatérale, où elle se sent vulnérable et exposée. Mais toi, tu restes mystérieux. Voici comment tu le fais. Quand elle pose des questions sur ta vie, sur ton passé, sur tes émotions, tu réponds avec des vérités sélectives. Tu ne mens pas, mais tu ne révèles pas l'image complète. Si elle questionne sur des relations passées, tu dis quelque chose comme « J'ai eu des expériences intéressantes, mais je préfère me concentrer sur le présent ». Si elle questionne sur ta famille, tu donnes des détails superficiels. Mais tu n'ouvres pas de blessures émotionnelles. Pendant ce temps, toi tu creuses profond dans sa psychologie. Tu lui poses des questions qui l'obligent à révéler ses peurs, ses insécurités, ses désirs les plus profonds. Et quand elle répond, tu écoutes intensément. Tu ne fais pas qu'écouter. Tu analyses. Tu es en train de construire une carte psychologique de ce qui la motive, ce qui l'effraie. Quel bouton tu peux presser pour générer des réponses émotionnelles spécifiques. Cette asymétrie crée deux effets puissants. Premièrement, elle se sent incroyablement connectée avec toi parce qu'elle a partagé des choses vulnérables. Mais toi, tu ne te sens pas également connecté parce que tu as maintenu tes murs. Alors, elle est plus investie émotionnellement que toi. Et celui qui est le plus investi a le moins de pouvoir. Deuxièmement, comme tu restes mystérieux, elle reste curieuse. Elle continue de vouloir te connaître plus profondément. Et cette curiosité maintient son intérêt élevé. Les études sur l'attachement émotionnel montrent que la vulnérabilité unilatérale crée de la dépendance. La personne qui s'expose émotionnellement devient dépendante de la validation de celui qui a écouté. Alors, en faisant en sorte qu'elle s'expose pendant que toi tu restes fermé, tu crées une dépendance émotionnelle envers toi, sans créer ta propre dépendance envers elle. C'est asymétrique par dessein. Et cette asymétrie te donne le contrôle. Cinquième stratégie sale, peut-être la plus puissante de toutes, l'usage du renforcement négatif intermittent. Cela semble compliqué, mais c'est simple. Cela signifie qu'occasionnellement, de manière imprévisible, tu introduis des expériences légèrement négatives dans ses interactions avec toi. Je ne parle pas d'être cruel ou abusif. Je parle de micro-rejets, de petites désillusions, de moments où elle n'obtient pas exactement ce qu'elle attendait de toi. Pourquoi cela fonctionne, T-il? Pour la même raison que fonctionne la validation intermittente. Le cerveau humain prête plus d'attention aux stimuli variables qu'aux stimuli constants. Si tu es toujours parfait, si tu dis toujours la chose correcte, si tu combles toujours ses attentes, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible est ennuyeux. Mais si occasionnellement tu la déçois légèrement, si occasionnellement tu n'es pas disponible quand elle a besoin de toi, si occasionnellement tu priorises d'autres choses au-dessus d'elle, tu crées de la variabilité. Et cette variabilité la maintient en alerte. Elle maintient son cerveau travaillant constamment à essayer de te comprendre, à essayer de prédire ton comportement, à essayer de s'assurer que tu n'es pas en train de perdre l'intérêt. C'est épuisant pour elle mentalement. Mais c'est exactement cet épuisement mental qui crée l'obsession. Parce que quand quelque chose occupe ton esprit constamment, même si c'est stressant, tu crées un attachement à cela. Voici comment tu l'implémentes sans être destructeur. Si vous avez convenu de vous voir à 8 heures, occasionnellement arrive à 8h15, sans explication élaborée. Dis juste « Pardon, ça c'est compliqué », sans plus de détails. Si normalement tu réponds au message en 1 heure, occasionnellement prends 6 heures. Pas toujours, occasionnellement. Si normalement tu es très affectueux, occasionnellement sois plus distant. Pas froid, simplement plus concentré sur d'autres choses. Ces micro-rejets font que les moments où tu lui donnes effectivement une attention complète se sentent plus précieux. C'est le contraste qui crée la valeur. Si tu as toujours un accès illimité à quelque chose, tu ne le valorises pas.
Mais si l'accès est inconstant, tu valorises chaque moment d'accès. Tu es en train d'entraîner son cerveau à valoriser ton attention, en la rendant rare et imprévisible. Et voici l'élément critique qui fait que ceci n'est pas simplement de l'abus émotionnel. Le ratio positif à négatif doit être approximativement de 4 pour 1. Pour chaque expérience légèrement négative, tu as besoin de 4 expériences positives. Cela maintient la relation générale positive pendant que tu introduis suffisamment de variabilité pour prévenir l'ennui et la complaisance. Si tu inverses cette proportion, tu franchis la ligne vers la relation toxique et elle finira par partir. Machiavel a écrit qu'il est mieux d'être aimé et craint simultanément. Mais si tu dois choisir, il est plus sûr d'être craint. En séduction, cela se traduit par le fait qu'elle doit t'aimer, mais aussi craindre de te perdre. L'amour sans peur de la perte crée de la complaisance. La peur de la perte sans amour crée la fuite. Mais la combinaison d'amour et de peur de la perte crée une obsession passionnée. 6e stratégie. L'établissement d'un cadre, frame, dominant dès le contact zéro. Le cadre est celui qui contrôle la réalité de l'interaction. Et en séduction, le cadre doit être établi dès la première seconde. Tu n'entres pas dans son cadre où elle évalue si tu es suffisamment bon pour elle. Tu établis ton cadre où tu évalues si elle est suffisamment intéressante pour ton temps et ton attention. Cela requiert un état d'esprit spécifique. Tu n'essayes pas de l'impressionner. Tu évalues si elle vaut la peine d'être connue. Tu n'es pas nerveux à savoir si tu lui plais. Tu es curieux de savoir si elle a des qualités que tu valorises. Tu n'es pas reconnaissant qu'elle te donne du temps. Tu es généreux en partageant ton temps avec elle. Et cette inversion du cadre traditionnel change complètement la dynamique de pouvoir. Quand tu t'approches avec un cadre d'évaluateur au lieu d'évaluer, ton langage corporel change, ton ton de voix change, tes questions changent. Au lieu de demander des choses qui démontrent ta valeur, tu demandes des choses qui évaluent la sienne. Au lieu de chercher son approbation, tu offres la tienne sélectivement. Au lieu de prolonger l'interaction désespérément, tu la termines quand tu perds l'intérêt. Et les femmes répondent à ce cadre dramatiquement parce qu'elles sont habituées au cadre opposé. Elles sont habituées aux hommes qui les poursuivent, qui cherchent leur approbation, qui font tout le travail. Alors, quand apparaît un homme qui opère depuis un cadre d'évaluateur, qui n'est pas impressionné facilement, qui a des standards qu'elle a besoin d'atteindre, son cerveau interprète cela comme un signal de très haute valeur. Parce que seul un homme avec des options abondantes peut se permettre le luxe d'être sélectif. Tu implémentes ce cadre en étant véritablement sélectif. Ne feins pas le désintérêt si tu es désespéré à l'intérieur. Développe véritablement des standards élevés et maintiens-les. Si elle montre un comportement que tu ne tolérerais de personne dans ta vie, termine l'interaction. Si elle ne répond pas aux qualités que tu valorises véritablement, ne continue pas à la poursuivre. Si votre interaction n'est pas mutuellement agréable, retire-toi sans drame. Ce cadre d'évaluateur n'est pas de l'arrogance. C'est un respect de soi profond. C'est la compréhension que ton temps et ton attention ont une valeur réelle. Et que seules les personnes qui ajoutent de la valeur à ta vie méritent un accès. Et quand tu opères depuis ce lieu de respect de soi authentique, ironiquement, tu deviens beaucoup plus attirant. Parce que les femmes détectent le respect de soi instinctivement et répondent avec un respect réciproque. 7e et dernière stratégie sale. La création d'expériences de pic émotionnel partagées. La neuroscience de l'attraction a démontré que les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de comment elles se sont senties durant des expériences spécifiques avec ces hommes. Et si tu peux t'associer dans son esprit avec des états émotionnels de pic, avec des moments d'euphorie, avec des expériences qu'elle n'oubliera jamais, tu crées une connexion qui transcende la logique. C'est parce que les relations qui commencent dans des situations de haute adrénaline, des circonstances extrêmes ou des expériences intenses, créent un attachement plus fort que les relations qui commencent dans des circonstances normales. Le cerveau associe l'intensité émotionnelle de la situation avec la personne qui était présente. C'est un raccourci mental, mais cela fonctionne constamment. Alors,
Ton travail est de créer ces expériences de pic intentionnellement. N'attends pas qu'elles arrivent aléatoirement. Conçois des situations qui génèrent des émotions intenses. Cela peut être une aventure physique, cela peut être une profondeur intellectuelle, cela peut être une vulnérabilité émotionnelle partagée, cela peut être une expérience esthétique écrasante. Ce qui importe n'est pas le type spécifique d'intensité, mais qu'elle soit mémorable et que tu y sois associé. Emmène-la faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Emmène-la à un endroit qui stimule ses sens de forme écrasante. Aie une conversation qui la fasse penser à sa vie d'une manière complètement nouvelle. Crée un moment de connexion si intense que lorsqu'elle s'en souviendra, elle se souviendra de toi inséparablement de cette émotion. Et chaque fois qu'elle cherchera à ressentir cette émotion de nouveau, son cerveau la dirigera de retour vers toi. Les études sur la mémoire émotionnelle montrent que nous nous souvenons beaucoup mieux des expériences qui nous ont fait sentir intensément que des expériences neutres. Et quand nous nous souvenons de ces expériences intenses, nous revivons partiellement les émotions associées. Alors, si tu as fait partie de son expérience émotionnelle la plus intense du dernier mois, chaque fois que son cerveau accédera à ce souvenir, elle ressentira une attraction renouvelée envers toi. C'est la mémoire émotionnelle travaillant en ta faveur. Maintenant, frère, ces 7 stratégies sales ne sont pas des trucs isolés que tu utilises une fois. Ce sont des principes que tu intègres dans ta façon complète de te lier avec les femmes. Validation asymétrique, démonstration de présélection, concurrence dread, asymétrie d'intimité, renforcement négatif intermittent, cadre dominant, expérience de pic émotionnel. Chacune amplifie l'effet des autres. Quand tu les combines, quand tu les implémentes constamment, quand tu opères depuis ces principes, au lieu des principes romantiques qu'on t'a enseignés, tu deviens quelque chose que les femmes ne peuvent pas catégoriser. Tu n'es pas le bon gars qu'elles peuvent utiliser. Tu n'es pas le mauvais garçon évident qu'elles peuvent éviter. Tu es quelque chose d'intermédiaire, quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui active tout leur système d'attraction simultanément. Et ça, frère, c'est exactement ce que Machiavel a compris il y a 500 ans. Que la séduction ne consiste pas à être parfait. Elle consiste à être stratégique. Ce n'est pas donner de l'amour inconditionnel. C'est créer des états émotionnels spécifiques. Ce n'est pas être transparent. C'est être mystérieux de façon calculée. Ce n'est pas une disponibilité constante. C'est une rareté stratégique. Si cette vidéo t'a donné de la clarté sur pourquoi tes approches antérieures ont échoué, si finalement tu comprends ce que tu faisais mal, alors abonne-toi et deviens membre de la chaîne. Les membres reçoivent des analyses plus profondes, des exemples spécifiques de chaque stratégie et une correction personnalisée des erreurs communes. C'est la différence entre comprendre la théorie et dominer l'exécution. Et maintenant, je veux ta participation. Dans les commentaires, écris laquelle de ces 7 stratégies tu vas implémenter en premier. Laquelle sens-tu qu'elle aura le plus d'impact sur ta situation spécifique? Ton expérience, en appliquant ces principes, peut aider d'autres frères à éviter des erreurs et accélérer les résultats. Rappelle-toi, ces stratégies sont des outils. Les outils ne sont ni bons ni mauvais. Cela dépend de comment tu les utilises. Utilise-les pour créer des relations passionnées où les deux gagnent, pas pour détruire émotionnellement des femmes par vengeance. L'objectif est une séduction réussie, pas une cruauté inutile. Le pouvoir sans responsabilité est destruction. Le pouvoir avec responsabilité est leadership. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer exactement comment détecter quand une femme est en train d'utiliser ces mêmes stratégies contre toi. Parce que, frère, les femmes utilisent naturellement des versions de ces tactiques instinctivement. Et si tu ne sais pas les détecter et les contrer, tu finiras par être le séduit au lieu du séducteur. Ne la manque pas parce que cette connaissance défensive est aussi importante que l'offensive. D'ici là, reste stratégique, reste calculé et n'oublie jamais que la séduction est un jeu d'échecs psychologique. Ceux qui comprennent les règles dominent l'échiquier. Ceux qui les ignorent sont des pièces déplacées par d'autres.
Décide aujourd'hui quel type de joueur tu vas être. On se voit dans la prochaine vidéo.